Coucou, c'est Binge Audio. Salut chers auditorices, c'est Camille Test. Vous voyez ces premières fois qui nous ont tellement marquées qu'on les ressent encore dans sa chair comme si elles avaient eu lieu hier. Moi j'ai ça avec la MDMA. Je me rappelle parfaitement de la première fois où j'en ai consommé. C'était en 2011 dans un club à Paris. Je me souviens des gens avec qui j'étais, de la tenue que je portais, des frissons ressentis en ingérant cette drogue, un peu fière de ce geste subversif effectué du haut de mes 19 ans. Je me souviens aussi que ce soir-là, c'était Rhône qui jouait, un artiste phare de la scène électro française. Pendant des mois, j'ai réécouté Bora, l'un de ces morceaux phares dans lequel on entend l'écrivain Alain Damasio parler de liberté et de vivre vraiment. C'est exactement ce que j'avais ressenti avec cette drogue, vivre vraiment. Tout à coup, je m'étais sentie débarrassée des masques, des filtres, des convenances, des angoisses et de tout ce qui éloigne des autres. À la place, une grande affection pour le genre humain avait émergé, de même qu'une confiance totale dans notre capacité collective à faire ensemble, à créer, à nous aimer, à nous entraider et à nous soutenir. Je dis parfois en rigolant que je suis devenue de gauche ce soir-là. J'ai testé plein d'autres drogues depuis. Il y a eu des expériences incroyables, mais aussi de très mauvaises. J'ai des souvenirs de lendemains déprimants, de visages bouffis et de joues bouffées de l'intérieur, de tripes beaucoup trop intenses, de barrières qui tombent et qui n'auraient pas dû tomber, de risques démesurés et d'amis qui ne passent plus un week-end sans un peu de coke ou d'ecstasy. Ces expériences font que je ne pousserai jamais personne à essayer une drogue, quelle qu'elle soit. Si vous êtes confronté à des problèmes en lien avec le sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un centre de prévention en addictologie ou à appeler Drogue Info Service au 0800 23 13 13. D'un autre côté, je dois dire que je me réjouis de voir le champ de la médecine investir le sujet. Depuis quelques années, des chercheuses explorent avec beaucoup de sérieux cette piste comme une façon d'accompagner peut-être certains problèmes de santé mentale. Alors existe-t-il au fond des endroits où les drogues pourraient nous faire vraiment du bien ? Où en est la recherche et surtout de quelle drogue parle-t-on au juste ? Pour le savoir, je reçois Lucie Berkovitch. Bienvenue. Merci, bonjour. Lucie Berkovitch, tu es psychiatre et chercheuse en neurosciences cognitives à l'hôpital Sainte-Anne, qui fait partie du GHU Paris. Tu es l'une des références françaises sur le sujet qui nous occupe. Dans mon intro, j'ai parlé de drogue volontairement, mais la psychiatrie ne s'intéresse pas à toutes les drogues. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de drogue ? Toi, de quoi tu parles quand tu parles de ton travail ? Quand je parle de mon travail, je dis que j'étudie l'intérêt potentiel des substances psychédéliques dans le champ de la psychiatrie. Alors c'est vrai que le terme de drogue, il est un peu fourre-tout et souvent nous, en tant que psychiatres ou médecins, on parle de drogue quand on parle de substances qui entraînent des addictions, ce qui n'est pas forcément vraiment le cas avec les psychédéliques. Donc c'est vrai que on n'utilise pas trop ce terme en fait. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qui appartient à la catégorie psychédélique et ce qui n'appartient pas à la catégorie psychédélique ? Oui, le groupe des substances psychédéliques comporte le LSD, les champignons hallucinogènes dont le principe actif est la psilocybine, la mescaline, la diméthyltryptamine qu'on trouve dans le breuvage ayahuasca, par exemple, et puis pas mal d'autres dérivés qui peuvent être fabriqués de manière synthétique et qui vont partager des propriétés à la fois en termes d'effets et en termes d'action sur le cerveau. Alors moi, je donnais l'exemple de la MDMA en intro. Je pense aussi à la kétamine, par exemple, ou même au cannabis que tu n'as pas cité, donc qui ne sont pas des psychédéliques. Pour autant, j'ai l'impression que parfois, en psychiatrie, en santé mentale, on peut s'y intéresser néanmoins. Oui, alors en fait, il y a des controverses autour de la définition des psychédéliques. Donc là, j'ai donné la définition un peu restreinte. On parle de psychédéliques classiques aussi pour les substances que j'ai citées. La MDMA n'agit pas tout à fait de la même manière, de même que la kétamine. Donc parfois, on parle d'apparenté aux psychédéliques parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un usage qui ressemble en médecine et notamment l'idée qu'on va pouvoir les utiliser pour faire de la psychothérapie. La kétamine a aussi cette particularité que c'est déjà un médicament validé de la dépression résistante, contrairement aux autres substances dont on a parlé et qui sont actuellement encore à l'état de recherche. Le cannabis, c'est un peu différent parce que les applications aujourd'hui, elles sont principalement dans le champ de la médecine non psychiatrique, donc pour traiter un certain nombre de douleurs, des nausées. Donc c'est vrai que c'est un champ qui est un peu différent et que moi, personnellement, je connais aussi un peu moins. On parle beaucoup de psychédéliques en ce moment dans la médecine, ou en tout cas j'ai l'impression qu'on en parle plus, disons, ces 2 dernières années qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Est-ce que pour autant c'est nouveau pour la médecine, et notamment pour la psychiatrie, de s'intéresser aux psychédéliques ?
Alors en fait, il y a eu plusieurs vagues d'intérêt pour ces substances. D'abord, ce que je dois dire, c'est que c'est des substances qui sont utilisées de manière ancestrale par tout un tas de communautés, plutôt dans un contexte rituel et notamment en Amérique latine. Donc l'Occident s'y est intéressé bien plus tardivement que d'autres peuples. En Occident, il y a une première vague d'intérêt qui commence dans les années 50, puisqu'il y a en effet des explorations et des gens qui apportent des psychédéliques depuis ces tribus, et notamment des champignons hallucinogènes. Et il y a toute une communauté qui va trouver les effets de ces substances assez intéressants, qui va commencer à les consommer. Il y a aussi la mescaline qui est pas mal consommée à cette époque. Et puis, il y a le LSD qui est découvert de manière fortuite par un chercheur suisse. Et donc, effectivement, le LSD a cette particularité d'être une substance extrêmement puissante, c'est-à-dire qu'il y a des effets à partir du microgramme, donc c'est vraiment très fort. Les autres substances, c'est souvent il faut des milligrammes. Et il y a effectivement tout un engouement à cette époque, alors sur le plan médical, avec l'idée que ça va permettre peut-être de mieux comprendre certains symptômes psychiatriques, puisque c'est des substances qui vont déformer la perception, et que dans un certain nombre de maladies psychiatriques, il y a des distorsions de la perception, des hallucinations, des choses comme ça. Certains troubles comme les schizophrénies, c'est assez Oui, tout à fait. Donc, il y a pas mal de pathologies dans lesquelles il peut y avoir des hallucinations, dans la schizophrénie, mais aussi dans d'autres pathologies, même dans des dépressions très sévères, dans des épisodes d'excitation maniaque très sévères aussi, il peut y avoir des hallucinations. Donc, c'est pas toujours synonyme, en tout cas, de schizophrénie, mais c'est un symptôme qu'on peut voir. Il y a d'ailleurs aussi des gens qui entendent des voix sans que ça s'inscrive forcément dans des troubles psychiatriques. Mais en tout cas, l'idée, c'était pour les psychiatres, d'approcher un peu de l'intérieur un certain nombre de troubles. Et puis, il y avait quand même également l'idée, qui est celle qui nous occupe aussi aujourd'hui, de les utiliser à des fins thérapeutiques avec l'hypothèse que ça permettrait de lever un certain nombre de défenses psychiques et que ça mettrait les gens dans un état où ils pourront travailler en psychothérapie certaines difficultés qu'ils ne pourraient pas travailler parce que sinon ils sont dans leur état habituel trop défendus. Donc il y a pas mal d'essais thérapeutiques qui se font à cette époque, mais il y a une vague de prohibition qui s'ensuit. Et du coup, la recherche a vraiment repris plus sérieusement dans une seconde vague de recherche qui est donc celle dans laquelle on est en fait actuellement, à partir plutôt des années 2000 en fait, même 2010. Je me suis intéressée au travail d'une historienne qui s'appelle Zoé Dubus, qui se penche justement sur l'histoire des psychédéliques et qui raconte que aujourd'hui, les chercheurs et chercheuses, médecins ou historiens, qui se penchent sur le sujet, tentent de rompre avec cette image un peu de hippie, un peu rêveur que pouvaient avoir les gens qui se penchaient sur ces sujets dans les années 60-70. Elle citait, l'anecdote m'a beaucoup fait rire, même dans les tenues vestimentaires. En fait, il y a cette idée de passer le plus possible pour un chercheur ennuyeux, pour surtout pas avoir l'air d'un hippie qui serait à la recherche d'un trip. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça ? Je dirais qu'il y a plusieurs catégories de chercheurs sur le sujet. Il y a des chercheurs, en effet, très sérieux. Je ne sais pas si c'est forcément délibéré de se dire je vais venir en costume, en tailleur pour faire sérieux, ou si c'est simplement le style habituel qui ne change pas en fonction de cette thématique, on va dire. Puis il y a quand même, moi je trouve, dans cette communauté de recherche, aussi plein de gens qui assument pleinement le fait qu'ils sont aussi intéressés par l'expérience subjective, qu'ils ont expérimenté eux-mêmes et qui en parlent très librement et qui peuvent avoir un look un peu hippie et vraiment s'approcher de ce style-là. Après, je pense que c'est vrai que la recherche aujourd'hui, elle est plus panachée. À l'époque, il y avait d'ailleurs aussi cette dichotomie avec des gens qui étaient très militants et puis des gens qui regardaient les psychédéliques d'un œil peut-être plus neutre, plus scientifique et moins militant. Je ne sais pas si je suis complètement d'accord, mais je dirais qu'on a peut-être tous en tête que ça a pu desservir la cause de la recherche, que les psychédéliques soient associés à une idée de fête, de mode de vie transgressif, de mouvements contre-culturels, et que c'est vrai que c'est une crainte qui peut nous pousser à, en tout cas, aborder les choses de manière assez sérieuse, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait qu'on se réintéresse au sujet depuis quelques années, alors qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas? Qu'est-ce qui a changé, en fait? Il y a eu en fait un coup d'arrêt assez sérieux à la recherche avec la prohibition. Donc c'était tout simplement impossible de travailler sur ces substances pendant longtemps. Et je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment nourri l'espoir et l'envie de pouvoir reprendre les recherches dès que c'était possible et qui ont en fait milité un peu en sous-marin pour que ça puisse reprendre avec des recherches qui ont pu reprendre chez l'animal, chez les sujets sains. Il y a aussi eu l'avènement de l'imagerie cérébrale qui a apporté des nouvelles techniques pour explorer ce qui se passait pendant la prise de psychédéliques. Donc c'est vrai que ça pouvait susciter plus de curiosité.
Et puis, je pense que passé une période un peu réfractaire autour de ces questions, il a été à nouveau possible de déposer des projets en rapport avec ça. Ce qui s'est passé également, c'est que comme il y a beaucoup d'usagers qui ont continué à consommer ces substances dans un cadre récréatif, évidemment hors de toute recherche et de tout cadre médical, on a pu peut-être être un peu rassuré sur un certain nombre d'effets secondaires, de tolérance, etc. Et ça a pu être des arguments pour pouvoir reprendre la recherche en disant, vous voyez, dans des contextes récréatifs, certes, il peut y avoir des problèmes, mais pour la majorité des gens, ça se passe bien. Donc, ça peut être, en tout cas, un espace de recherche qui met pas en danger les participants si on leur donne ces substances et qu'on essaie de voir ce qui se passe au niveau cérébral, par exemple. Toi, à titre personnel, comment tu t'es intéressée aux psychédéliques ? Alors moi, je me suis intéressée aux psychédéliques en fait vraiment par le biais de la recherche que je menais sur la conscience, parce que moi j'ai fait une thèse de science sur ce que c'est que la conscience d'un point de vue neuroscientifique, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on prend conscience de quelque chose, quand on a une image mentale de quelque chose. Et donc une des manières d'étudier ça, c'était de pouvoir perturber la conscience avec des substances qui justement modifient la perception. Donc j'ai d'abord travaillé sur la kétamine, puisque c'était un produit qui était déjà disponible dans les hôpitaux, qui n'avait pas encore d'ailleurs à l'époque l'indication dépression résistante, mais il y avait déjà des données qui avaient été publiées. Et on avait là aussi des données rassurantes qui nous permettaient de faire des expériences chez des sujets sains. Donc pour voir un petit peu ce qui se passait. Et puis c'est vrai qu'après, il y a eu cette découverte ou cette validation en tout cas des effets antidépresseurs de la kétamine. Et dans le même temps, en parallèle, on a découvert aussi cette espèce de double effet avec les psychédéliques, c'est-à-dire à la fois une perturbation de la perception, qui évidemment dépend de la dose, mais qui peut être en tout cas assez intense, et puis des effets thérapeutiques, puisque les premières études avaient commencé à être publiées, commençaient à devenir de plus en plus importantes, de plus en plus solides. Et c'est ça qui m'a amenée à m'y intéresser, avec vraiment ce double intérêt, à la fois la curiosité de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des modifications de la perception en prenant un produit chimique, d'une part, et de l'autre, évidemment, en tant que psychiatre, les perspectives thérapeutiques étaient assez réjouissantes et ça m'intéressait énormément de me dire qu'on pourrait peut-être avoir des nouveaux traitements pour des patients, ce d'autant qu'en clinique, je m'occupais de patients qui avaient des pathologies résistantes qui ne répondaient pas au traitement. Donc j'étais vraiment confrontée au quotidien à ce besoin de nouveaux traitements pour les patients. Et donc, parmi les pathologies résistantes dont tu parles, il y avait quoi par exemple ? Alors, l'indication qui a été la plus étudiée à ce jour pour les psychédéliques, c'est la dépression. Donc quand on dit résistante, ça veut dire qu'il n'a pas répondu à au moins 2 lignes de traitement antidépresseur qu'on prescrirait en première intention. C'est-à-dire on a une dépression sévère, on va prendre un premier médicament, on attend plusieurs semaines, on voit que ça ne marche pas, on peut en essayer un deuxième. Et si le deuxième ne fonctionne pas, on peut dire qu'il y a déjà un premier niveau de résistance au traitement. Mais il y a aussi d'autres troubles dans lesquels les psychédéliques semblent fonctionner. Et, j'emploie un peu des pincettes parce qu'on est encore à un stade expérimental et il faut davantage de recherche, mais il y a quand même des résultats très prometteurs. Et ces autres indications, c'est l'anxiété en contexte de fin de vie, et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, on a écrit une tribune, on a lancé une pétition pour défendre l'accès compassionnel aux psychédéliques en contexte de fin de vie pour les personnes qui sont en soins palliatifs et pour qui on est en train de discuter finalement des options pour la fin de vie quand même, avec la loi qui va être prise bientôt. Donc des données qui montrent que ça soulage la détresse existentielle qu'on peut traverser dans ces contextes-là. Et puis des données dans les addictions à l'alcool et au tabac, avec vraiment des chiffres très impressionnants là aussi. Alors, ce qui est fascinant vraiment dans ces données, c'est plusieurs choses. C'est que ça fonctionne donc, dans des troubles pour lesquels on n'a pas forcément beaucoup de solutions à l'heure actuelle. On en a, mais on n'arrive pas à faire face à toutes les difficultés. Et puis surtout, on a une temporalité d'efficacité qui est rapide, c'est-à-dire que les gens sont soulagés très vite, et durable après une prise. Donc on sort complètement du modèle où il faut prendre un médicament tous les jours. Et c'est vraiment l'idée qu'avec une prise de psychédélique, avec de la psychothérapie, on va pouvoir soulager des symptômes de manière durable et peut-être changer des choses dans le fond de ce qui génère ces troubles-là. Alors, je vais citer la tribune dont tu parlais, qui est une tribune qui est sortie dans Le Monde en avril 2025, dont le titre est « Avant de mourir, peut-on mieux vivre pour un accès compassionnel aux psychédéliques en fin de vie ?» que tu as signé avec 2 autres psychiatres. Et je vous invite, chers auditeurs, à la lire parce qu'effectivement, elle est touchante, elle est encourageante. Et c'est vrai que c'est pas le premier usage auquel on aurait pu penser, la question de la fin de vie. Juste pour bien comprendre ce point-là, avant de passer à celui d'après,
Ça veut dire qu'en gros, on pourrait donner du LSD à nos grands-parents quand ce sont leur dernier moment de vie? En tout cas, c'est l'idée que quand on est en fin de vie, on peut vraiment être confronté à une souffrance qui est difficile à soulager avec les traitements qu'on a actuellement. On peut se sentir mal psychiquement, physiquement, et on peut avoir peur de mourir parce que c'est ce qui nous attend tous, mais que quand on est dans ce contexte-là, on en est proche. Donc les gens peuvent vraiment avoir des tableaux comme ça où ils se sentent extrêmement mal, angoissés. Et donc oui, l'idée, c'est de pouvoir donner le LSD ou de la psilocybine, c'est les deux substances qui ont été testées à l'heure actuelle dans des études publiées, et de pouvoir, avec un accompagnement psychothérapeutique, faire en sorte que cette peur de la mort, cette angoisse puisse s'apaiser. Et c'est vraiment, là encore, des données qui, moi, je trouve, sont très belles, qui montrent que, effectivement, après un trip au psychédélique bien accompagné, on a une réduction de plus de moitié, plus de la moitié des gens n'a plus peur de la mort et se sent apaisé par rapport à ça. Alors, tu parlais des addictions. Sur la question des addictions, tu dis que ça pourrait être plus efficace, plus rapide de se tourner vers un psychédélique. Aujourd'hui, comment on traite l'addiction d'ailleurs? Comment on accompagne l'addiction? Alors, c'est une question complexe parce qu'il y a plein de profils d'usagers différents et de problématiques différentes avec les substances. L'addiction au sens de consommation répétée et qu'on ne contrôle plus, c'est vraiment un peu le cœur de cette problématique de l'addiction. J'aimerais pouvoir arrêter de consommer, mais je n'y arrive pas. Quand je consomme beaucoup plus que prévu. J'ai besoin de doses plus importantes pour avoir les mêmes effets. J'ai plein de conséquences négatives et pourtant, j'arrive pas à me dire qu'il faut que j'arrête ou j'arrive pas à arrêter, même si je sais qu'il le faut. Donc, il y a cet enjeu de la relation du rapport pathologique au produit. Et puis, il y a aussi des mises en danger par des consommations qui vont être massives, très importantes, et qui peuvent faire que les gens sont dans des états où ils sont plus forcément maîtres ou en position de vulnérabilité aussi, avec des menaces qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, effectivement, il y a plusieurs enjeux, plusieurs problématiques. Ce qu'on fait dans les soins addictologiques, c'est d'abord qu'on essaye de comprendre ce qui fait que la personne, elle s'est mise à consommer, quels peuvent être les bénéfices qu'elle trouve dans ses consommations, parce que les gens consomment jamais pour rien. Et donc, s'il continue de consommer au-delà de la dépendance physique qui peut être très forte, c'est aussi qu'il peut y avoir d'autres déterminismes à la poursuite de la consommation. Donc, c'est avant tout une approche psychothérapeutique. Après, il y a certains traitements qu'on peut donner qui vont être des traitements de substitution pour justement aider l'aspect de dépendance physique, donc diminuer les symptômes de sevrage, pouvoir avoir quelque chose qui fait qu'on peut plus facilement baisser les doses, on peut baisser progressivement les consommations. Des traitements qui vont aider à gérer parfois quand il y a des déclencheurs, de l'angoisse, des choses comme ça qui font qu'on consomme. Si on traite l'angoisse, peut-être que les gens vont moins consommer. Des traitements aussi qui peuvent réduire l'envie très forte que les gens éprouvent quand ils sont confrontés notamment à des tentations. Donc, on a plusieurs comme ça aspects de la prise en charge, avant tout psychothérapeutique relationnelle, certains traitements. Mais pour autant, il y a beaucoup de personnes qui, s'ils finissent ou elles finissent par arrêter les consommations pendant très longtemps, sont coincées avec et pour lesquelles ça prend du temps, en fait, d'avoir un déclic, de pouvoir se mobiliser pour arrêter. Et donc, l'idée avec les psychédéliques, c'est que ça change un peu ça semble changer le rapport au produit et les gens, même de manière fortuite, ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment émergé à travers des forums et des rapports de personnes qui disaient c'est bizarre, moi j'ai pris des psychédéliques et après je trouvais ça très intéressant de boire de l'alcool ou je me suis arrêtée de fumer de manière complètement fortuite, c'est-à-dire pas je vais prendre un psychédélique dans cet objectif-là, mais juste de constater que finalement l'attrait pour les substances était moins grand. On ne comprend pas très bien pourquoi, comment ça marche, mais il semblerait que effectivement ça dénoue peut-être une appétence pour un certain nombre de produits et leurs effets. Et alors, parce que je me mets à la place de quelqu'un qui nous écouterait et qui se dit, oui, mais si je remplace l'alcool par prendre du LSD tous les 2 jours, mais c'est pas ce que tu veux dire. C'est pas parce c'est pas remplacer une addiction, par exemple, à l'alcool avec une addiction au LSD ou à d'autres psychédéliques. Oui, c'est effectivement souvent la représentation ou l'inquiétude ou la réflexion que l'on a quand on parle de prendre des psychédéliques pour arrêter de prendre d'autres produits. Non, l'idée, c'est vraiment pas de remplacer pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que les psychédéliques sont pas addictifs. En tout cas, aujourd'hui, avec toutes les personnes qui ont pris des psychédéliques, on a
Certes, des gens qui prennent plusieurs fois dans leur vie des psychédéliques, mais on n'est pas du tout sur des modalités de consommation compulsive. Et en pratique, il n'y a pas d'addiction aux psychédéliques. C'est pas une entité clinique, c'est pas quelque chose que l'on voit. Les gens viennent pas nous voir en disant « j'arrive pas à arrêter ». Donc en fait, il n'y a pas de problématique addictive. C'est pas parce qu'on prend une fois des psychédéliques qu'on va avoir envie d'en reprendre. Et d'ailleurs, la majorité des gens en prennent une fois ou quelques fois. Et donc il n'y a pas tellement ce risque-là. Et en plus, la modalité de la prise des psychédéliques, c'est pas d'en prendre plusieurs fois pour traiter l'addiction, c'est en général une fois avec de la psychothérapie. Enfin, dans les études qui ont été menées, il y avait vraiment cet objectif précis qui était « je vais prendre des psychédéliques avec de la psychothérapie pour arrêter de fumer, pour arrêter de consommer de l'alcool ». Et donc, c'est une prise ou deux prises séparées de plusieurs semaines dans un cadre bien défini, mais c'est pas du tout à visée de substitution comme ça peut être le cas effectivement pour d'autres produits, qu'il s'agisse de patchs, de gommes nicotiniques ou qu'il s'agisse de traitements de substitution, par exemple pour les opiacés avec la méthadone ou le Subutex, où là c'est vraiment le même produit en petite dose ou avec des formes différentes qui vont faire que c'est plus gérable au quotidien que de prendre de l'héroïne, par exemple. Et donc, est-ce que dans le cas des addictions, par exemple, pour vous, psychiatres, neuroscientifiques, à terme, vous, ce que vous visez, c'est de remplacer les traitements qui existent aujourd'hui par des psychédéliques ou on n'en est vraiment pas là? Alors pour l'instant, je peux difficilement répondre à cette question parce qu'on n'a pas de données scientifiques pour savoir justement quelle serait la place des psychédéliques par rapport aux traitements qui existent déjà. Et en particulier, il y a eu à ce jour une étude qui a vraiment comparé un traitement de référence dans la dépression. On a comparé de la psilocybine à la prise d'un antidépresseur classique. Et le résultat de cette étude, c'est qu'il n'y a pas de différence claire. Enfin, il semble qu'une prise de psychédélique fasse aussi bien qu'un antidépresseur pris sur plusieurs semaines, avec des subtilités. Mais en gros, le résultat, il est celui-là. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle place pourraient prendre ces substances. D'abord, la première étape, c'est qu'il faudrait encore confirmer l'efficacité, la tolérance et que ces substances obtiennent des autorisations de mise sur le marché, ce qui n'est pas encore le cas, même si là, on commence à avoir des grosses études, donc on s'en approche. Et puis, une fois que les traitements sont validés, parfois, pour les valider, il faut qu'ils soient comparés à des traitements de référence, ce qui permet de voir s'ils font mieux, s'ils font moins bien, ce qu'on appelle un service médical rendu par rapport à ce qui existe. Et en général, on attend des nouveaux traitements qui fassent au moins aussi bien que les traitements existants, sinon ils ont du mal à passer la barrière de l'autorisation ou à avoir un remboursement. Et effectivement, après, on aura des données plus larges, une fois qu'il y aura une utilisation qui sera plus grande et on saura mieux si on peut les utiliser à la place des traitements, si ça doit arriver quand on ne répond pas aux traitements habituels, si ça doit arriver en premier parce qu'en fait, ça marche et qu'il n'y a pas besoin de prendre les traitements habituels. Aujourd'hui, je ne sais pas. Un autre enjeu qui est malheureusement pas du tout négligeable, c'est que le coût associé au traitement et la manière de pouvoir les utiliser, est-ce que c'est à l'hôpital, est-ce que c'est en ville, est-ce que ça requiert du temps humain ou pas, ça conditionne aussi beaucoup l'utilisation des traitements en pratique. Et aujourd'hui, parfois, on choisit les traitements, alors bien sûr en fonction de leur indication, de leur niveau de preuve, mais aussi en fonction de leur disponibilité. Et je peux le dire puisque par exemple, en ce moment, on a plein de médicaments qui sont en rupture de stock en psychiatrie et c'est extrêmement compliqué en pratique. Donc il y a des médicaments qu'on aimerait bien pouvoir prescrire par exemple, mais qui ne sont pas disponibles en ce moment en pharmacie. Et il y a très régulièrement en psychiatrie des ruptures de stock massives qui font que les patients n'ont plus leur traitement, qu'on ne peut pas initier ces traitements quand bien même on penserait que ce seraient les meilleurs. À quoi elles sont dues ces ruptures de stock ? Des problèmes sur les chaînes de production, donc des usines qui ferment, des changements des rachats, etc., qui font qu'on ne produit plus, ou il y a eu un problème et finalement c'est plus produit pendant des mois. Et là, en ce moment, c'est particulièrement critique. Il y a vraiment de nombreux traitements qui ne sont pas disponibles et c'est un problème majeur pour les hôpitaux parce que les gens décompensent leurs troubles parce qu'ils n'ont plus leur traitement. Mais je dirais qu'au-delà de ça, qui est un autre aspect, mais même en termes entre un traitement humain et un traitement médicamenteux, par exemple, si on se dit que pour une dépression modérée, on peut faire de la psychothérapie ou avoir un traitement médicamenteux antidépresseur. Aujourd'hui, les recommandations disent que les deux sont équivalents en termes de niveau de preuve. On voit bien que ce qui va faire que quelqu'un va aller vers l'un ou vers l'autre, c'est certes des affinités personnelles, une croyance que ça, c'est mieux que ça, mais aussi un problème d'argent parce qu'on ne peut pas payer la psychothérapie, un problème de disponibilité parce qu'il n'y a pas de psychothérapeute disponible à côté de chez moi, je suis dans un désert médical ou de soins. Le fait que, par contre, il y a des gens qui vont dire moi, je veux surtout pas prendre un médicament tous les jours, c'est hors de question. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des enjeux, mais il y a vraiment des enjeux aussi de disponibilité et de faisabilité. Mais alors, concrètement, comment ça marche ? Comment ça se passe ? Toi, tu testes déjà des psychédéliques sur tes patients, sur tes patientes. Comment tu fais ? Alors nous, en fait, on peut administrer les psychédéliques dans le cadre d'une étude. Ce qui veut dire qu'on est encore au stade où l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir rendre ces traitements disponibles pour les gens, mais l'objectif qui est mené par le labo qui gère cette étude, puisque c'est une étude qui est conduite par un laboratoire pharmaceutique, c'est
de pouvoir confirmer les données existantes. Et donc, c'est un objectif scientifique. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des inadéquations parfois entre le soin, où on pourrait dire moi, je vais le donner à toutes les personnes qui me semblent correspondre, par exemple, aux personnes dans les études publiées, et un protocole très rigide où il y a des critères qu'il faut suivre parce que le but, c'est que la population elle soit à peu près homogène, sinon on n'arrive pas à démontrer un effet. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais donc, aujourd'hui, on a cette étude qui a démarré à la rentrée de l'année dernière, enfin à l'automne dernier. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont sollicité. On a annoncé le démarrage de l'étude, donc on a reçu énormément de demandes de gens qui sont justement dans des situations où ils n'ont pas de traitement, qui fonctionnent pour la dépression résistante, qui est l'indication dans cette étude. Et ensuite, on regarde les dossiers un à un pour voir si les gens ils correspondent aux critères pour participer à l'étude. Et quand ils correspondent aux critères et si on a de la place, parce que là, en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à pouvoir traiter des demandes tellement on en a eu, eh bien, ils viennent, on évalue plus en profondeur encore leur dossier, on leur fait des échelles pour regarder si effectivement il y a bien une dépression, qu'on peut la mesurer avec ces échelles-là, etc. Et après, dans le protocole, ils doivent arrêter leur traitement antidépresseur et sont prévues donc des séances de préparation avec des psychothérapeutes et des journées d'administration. Il y a au moins 2 administrations avec de la psilocybine qui vont se faire à 3 semaines d'intervalle et puis après un suivi qui va se faire sur à peu près 1 an. Donc les gens en pratique, on les voit, on les évalue, ils rentrent dans le protocole et ensuite viennent très régulièrement en rendez-vous avec nous, avec ces 2 administrations qui sont faites dans les 3 premiers mois de l'étude. Et du coup, les administrations en question, j'imagine que ça doit être quand même assez impressionnant pour les gens qui le vivent. Comment vous vous assurez le confort et le bien-être des patients, des patientes dans ce cadre-là ? Alors, c'est vrai qu'il y a des effets qui peuvent être assez forts, qui varient quand même d'une personne à l'autre. Et l'autre enjeu, c'est que comme à nouveau on est dans le cadre d'une étude, en fait, les patients peuvent recevoir différentes doses puisque le protocole prévoit de comparer en fait plusieurs doses pour savoir quelle est la dose efficace. Et donc, en pratique, on ne sait pas quelle dose va recevoir la personne parce que les personnes sont randomisées, c'est-à-dire tirées au sort pour appartenir à des groupes de doses de traitement. Et ni ces personnes, ni les patients ni nous ne savons quelle va être la dose reçue. Donc, il y a tout un travail effectivement de préparation aux effets, mais aussi de préparation à l'incertitude quant aux effets. C'est-à-dire que, oui, il y a des effets, mais peut-être que vous les ressentirez pas et on ne saura pas si vous avez eu une dose forte, une dose intermédiaire ou une dose faible. Après, la façon dont ça se passe, c'est que c'est dans une pièce qui est aménagée, est un bien grand mot, mais en tout cas qui est installée avec de la décoration qui est un peu cosy, la lumière est plus tamisée, il y a une couverture lestée, il y a un peu d'éléments dans l'environnement pour que ce soit, on va dire, un peu moins froid qu'une chambre d'hôpital classique. Et il y a 2 thérapeutes qui sont présents pendant toute la durée des effets. Donc la personne arrive le matin, on vérifie que tout est OK, qu'il n'y a pas de contre-indication, etc. Donc elle est vue par le médecin, en l'occurrence moi. Et ensuite, donc elle est installée dans la chambre, elle prend le traitement, c'est un comprimé qu'elle prend par la bouche, en présence des thérapeutes. Et puis on attend, les effets viennent. Alors il y a de la musique aussi, un masque de sommeil, à allongé et tout. Et puis les effets viennent, alors dans des proportions variables, avec un délai variable. Chaque expérience est singulière de toute façon. Et puis on voit comment ça se passe. Alors bien sûr, en amont, il y a eu aussi ces séances de préparation qui ont permis de travailler, d'expliquer ce qui peut se passer, quels sont les effets, comment on gère si jamais la personne est angoissée, etc. Et dans l'ensemble, ça se passe quand même vraiment très bien. Les gens sont contents, même si ça peut arriver que ce soit aussi assez angoissant pour certaines personnes. Ça peut être surprenant, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors, j'ai appris en préparant cet épisode de l'expression set and setting. Je crois que c'est de ça dont tu parles, c'est-à-dire en fait, en gros, créer un cadre sécure pour les patients-patientes. Oui, le set and setting, ça désigne effectivement le contexte dans lequel on va prendre les psychédéliques, puisque l'une des idées, c'est que les psychédéliques sensibilisent en fait au contexte, et que donc en effet, si on est dans un contexte favorable, on va pouvoir en retirer des choses favorables. Si on est dans un contexte insécurisant, ça peut être plus compliqué. Et donc set, c'est le mindset, en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel on y va, qu'est-ce qu'on en attend, est-ce qu'on est bien préparé, est-ce qu'on se sent prêt, est-ce qu'on a peur ou pas, etc. Et le setting, c'est l'environnement, c'est-à-dire est-ce que je suis dans un endroit qui est calme, qui est sécurisé, avec des personnes bienveillantes autour de moi, s'il y a un problème, je sais que je peux m'appuyer sur telle et telle personne. Donc c'est vrai que c'est des éléments dont il a été montré que
il joue un rôle important sur le bon déroulement et le fait que les expériences soient positives pour les personnes. Et quand tu évoquais tout à l'heure le fait que potentiellement ça pourrait présenter un coût, ce qui pourrait être une limite au développement de ces traitements, est-ce que c'est ça aussi? C'est le fait qu'en fait, si ces traitements doivent être associés à un contexte où on se focalise sur le set and setting, c'est le contraire de l'état de l'hôpital de la médecine aujourd'hui, en fait. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on est dans un moment qui est très critique au niveau de l'hôpital public, de la psychiatrie en particulier. C'est-à-dire qu'on manque de personnel, il y a des postes vacants, on a du mal à recruter des médecins, des soignants, parce que les conditions de travail sont vraiment très dures, qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent sur le plan psychique, donc on doit faire aussi face à un afflux de patients. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un décalage assez fort entre ces conditions très confortables, complètement en aparté, avec 2 thérapeutes pour la personne pendant 6 heures d'affilée, etc., et la réalité du quotidien en psychiatrie. Alors, l'espoir que l'on a, c'est que, comme c'est des traitements qui semblent marcher en une fois, on se dit que peut-être entre un traitement une fois qui va mobiliser plusieurs personnes, un cadre particulier, mais qui va permettre aux gens d'aller mieux sur la durée, et des traitements qu'on va devoir prendre tous les jours, des gens qui redécompensent, qui reviennent à l'hôpital, qui repartent, etc. Si on se place en tout cas dans un investissement un peu plus long terme, on peut se dire que ça vaut la peine, même s'il y a un coût d'entrée, de pouvoir faire bénéficier aux patients de ces traitements qui semblent être des traitements qui fonctionnent au long cours. Mais la politique en général et la politique hospitalière en particulier, c'est le plus souvent déjà de faire face à l'état d'urgence, et c'est difficile dans ces conditions d'être dans des perspectives de développement à long terme quand en fait on n'a pas de soignants disponibles là dans l'unité qui a 20 patients, et donc on ne va pas détacher quelqu'un pour une personne, c'est sûr. Comment ça marche concrètement? Est-ce que tous les psychédéliques, donc LSD, DMT, psilocybine, mescaline, est-ce qu'ils fonctionnent tous pareil? Ils ont des similarités, ils ont aussi des différences. Alors dans les similarités, ils entraînent cette fameuse expérience psychédélique qui est caractérisée par des changements de la perception. On parle souvent d'hallucinogènes ou d'hallucinations. En fait, ça modifie la façon dont on perçoit les choses, le contour, les couleurs. Les choses semblent plus belles, plus vivantes. Voilà. Il y a souvent des altérations de la perception du temps et de l'espace, des effets émotionnels qui sont présents également. Donc ces effets-là, ils sont assez partagés avec certaines substances qui vont être quand même plus visuelles. L'ayahuasca, le LSD sont plus visuels que la psilocybine. Et puis, il va y avoir aussi des différences plus fortes encore, qui sont les différences, par exemple, de durée des effets. Donc, le LSD, ça dure, et la mescaline, c'est 10 à 12 heures. La psilocybine, c'est 4 à 6 heures. La DMT, la diméthyltryptamine, qui est le principe actif de l'ayahuasca, selon la manière dont c'est pris, ça peut durer assez longtemps. Les séances d'ayahuasca, elles sont assez longues. Mais ça peut aussi être très court. Et notamment, si on la prend de manière inhalée ou fumée, ça peut durer une quinzaine de minutes. Donc, c'est vraiment une expérience qui va être assez différente. Pour les prises longues, est-ce qu'on a des outils, des traitements ou des choses qui nous permettent d'arrêter si vraiment c'est trop ? Oui, on peut donner des sortes d'antidotes, c'est-à-dire des substances qui vont rentrer en compétition et qui vont aller se fixer sur le récepteur sur lequel se fixent les psychédéliques et dont l'activation entraîne cette expérience psychédélique, qui est un récepteur à la sérotonine 5-HT2A. Et donc, effectivement, on peut donner des sortes de molécules rivales qui vont aller se fixer et empêcher les psychédéliques de se fixer et qui vont raccourcir les expériences. Et alors, ça a même été prouvé, et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment, parce que moi, je suis très intéressée par le rôle de cette expérience dans l'efficacité thérapeutique. Est-ce qu'il faut impérativement avoir cette expérience ou est-ce que ça passe par d'autres chemins? Mais si on donne ces antidotes avant, on bloque complètement l'expérience psychédélique. Il y a eu un cas comme ça assez amusant dans une des études qui était faite aux États-Unis sur l'efficacité de la psilocybine dans la dépression. Il y a un participant qui a eu aucun effet de la psilocybine, donc tout le monde a pensé qu'il était dans le groupe placebo. Et puis au moment de lever l'aveugle, c'est-à-dire on sait quel patient a reçu quelle dose, on voit qu'il a reçu une énorme dose de psilocybine. Tout le monde a trouvé ça très étrange. Et en fait, on s'est aperçu que ce patient cette patiente prenait un traitement somnifère qu'il avait pris la veille, qui bloque en fait les effets des psychédéliques. Et d'ailleurs, il y avait eu une amélioration. Donc cette personne allait beaucoup mieux sur le plan de la dépression, alors même qu'il n'y avait eu aucune expérience subjective de l'effet des psychédéliques. Donc on est en train de monter une étude sur ça pour voir si ça fonctionne quand on bloque l'expérience psychédélique. Alors ce qui serait peut-être une perte pour les gens pour qui c'est important, et avec l'idée que cette expérience est transformatrice. Et en même temps, ça permettrait aussi d'avoir une option supplémentaire qui serait peut-être aussi plus compatible avec les soins tels qu'ils sont prodigués aujourd'hui. Et si on trouve un antidépresseur qui marche tout de suite, longtemps et sans expérience psychédélique qui complique les soins, ce serait quand même une assez grosse révolution.
Surtout pour les gens qui pourraient avoir peur justement de ces expériences. Il y a plein de gens qui ont peur, il y a des gens qui ont des contre-indications parce que sur le plan psychologique ou psychiatrique, il peut y avoir d'autres pathologies qui font que c'est pas. Aujourd'hui, on estime que c'est pas une très bonne idée qu'ils puissent prendre ces substances-là parce que ça pourrait réactiver d'autres symptômes. Donc, ce serait une option supplémentaire qui à nouveau vise pas à se substituer nécessairement, parce que je pense que ça ferait des choses assez différentes, mais qui pourrait être en tout cas plus largement utilisable aussi en pratique courante, et peut-être même pas nécessaire. J'ai une question que je trépigne de te poser, je te la pose dans un instant. Je me demandais, du coup, vu que tu t'intéresses aux psychédéliques en long, en large et en travers, est-ce que tu testes parfois sur toi-même ? Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, quand je travaillais sur la schizophrénie ou la conscience, on ne me posait pas ce genre de questions. Donc, on voit bien que c'est une question qui est assez propre à ce sujet. Je ne réponds pas à cette question pour une raison qui est assez simple, c'est que... je pense que c'est pas très important au sens où on est des équipes avec plusieurs personnes. Donc moi je trouve que c'est bien quand au sein des équipes il y a des expériences plurielles et que certains ont pu essayer, d'autres ont pu ne pas essayer, etc. Je sens bien qu'à travers cette question, ça change un peu le regard sur le discours qu'on peut tenir. Alors, j'essaye de tenir un discours qui s'appuie non pas sur mon expérience personnelle, mais sur les données de la science et mon expérience clinique. Parce que je pense que c'est là que se situe le curseur de l'équilibre dans les discours. Après, c'est vrai que c'est une question qui revient et dont on comprend assez bien la pertinence, parce que quand on se dit qu'on a face à soi quelqu'un qui est dans un état particulier et qu'on peut savoir de l'intérieur ce à quoi ressemble cet état, en effet, on a des outils différents et peut-être supplémentaires pour pouvoir accompagner cet état. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est le regard, de façon générale, des psychiatres sur l'arrivée potentielle des psychédéliques comme traitement ? Est-ce que tout le monde trouve ça génial ou est-ce que il y a des débats en interne ? Comment ça se passe ? Alors, on a justement posé la question aux psychiatres. On a mené une petite enquête à ce sujet pour savoir un peu ce que les psychiatres en pensaient. D'ailleurs, pas que les psychiatres, les soignants en psychiatrie. Donc, c'était pas limité aux psychiatres. Il y avait aussi les infirmiers, psychologues, etc. On a fait ça l'année dernière et ce dont on s'est aperçu, c'est d'abord qu'il y avait quand même une méconnaissance assez importante autour de cette question, en sachant que c'était un questionnaire sur les psychédéliques. Donc, on se doute déjà que les gens qui y ont répondu avaient peut-être entendu parler de ça ou qu'il y avait déjà un biais en faveur de personnes qui s'intéressaient de près ou de loin à la question. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est, comment ça fonctionne, les données scientifiques, etc. Donc il y a un vrai travail de pédagogie d'abord pour expliquer ce qu'il en est. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, dans cette enquête-là, on a pu voir que il y avait plutôt un regard favorable, ou en tout cas neutre et ouvert, par rapport à l'arrivée de ces traitements et de ce dispositif particulier là, de psychothérapie augmentée, mais qu'il y avait quand même aussi des gens qui étaient un peu réticents. Beaucoup de gens qui se positionnaient pas trop et qui disaient on a besoin d'en savoir plus, c'est un peu difficile pour l'instant, qui attendaient un peu de voir si ça valait la peine et si c'était une bonne idée. Donc un peu dans l'expectative, avec quand même des chiffres d'enthousiasme beaucoup plus bas que ce qu'on voit aux États-Unis ou dans d'autres enquêtes qui ont pu être faites dans d'autres pays. Donc, un peu de frilosité. Et l'autre aspect, c'est qu'on a posé la question aussi du regard sur les consommations récréatives. Et c'est vrai que là, on voit bien que les gens sont quand même très inquiets, en fait, des conséquences des consommations récréatives. Et moi, je trouvais que c'était quand même assez rassurant, en tout cas, qu'il y ait un distinguo qui puisse être fait entre les consommations récréatives et des risques qui ne doivent pas non plus être je dirais, dramatisés, mais en tout cas qui existent et qui sont propres à la consommation récréative et à l'usage médical qui est quand même associé à des risques bien moindres, puisque on a parlé du set and setting, et donc il y a quand même pas mal de choses qui sécurisent et qui font que ça se passe en général avec... il y a moins de risques d'effets secondaires. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu parles d'usage récréatif. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des psychédéliques. On en connaît tous plus ou moins. On sait qu'il y a certains risques.
On sait que c'est aussi peut-être pas tout à fait la même chose que d'autres drogues. Je citais la MDMA, je pense aussi à la cocaïne, enfin voilà, des drogues comme ça. Si des gens décident de prendre des psychédéliques dans un cadre récréatif ou aussi, par exemple, de cérémonies, je sais pas, on sait qu'aujourd'hui, se développent les cérémonies, par exemple, avec des prises d'ayahuasca, c'est ça. Il y a aussi un tourisme un peu spirituel, comme ça, psychédélique, qui se met en place, qui peut poser plein de questions éthiques et notamment d'appropriation culturelle, mais ça serait le sujet d'un autre épisode. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens pour quand même essayer de faire ça dans le cadre le plus sécure possible? Ouais, alors ça relève d'une démarche qu'on peut faire d'ailleurs avec tous les produits, qui est une démarche de réduction des risques, c'est-à-dire de faire le constat que les gens vont consommer et que d'être dans une forme de répression et de tabou, ça va pas aider des usagers qui iront malgré tout vers les produits, et donc d'essayer de donner les clés et les informations pour que les prises puissent se passer de manière les plus sécurisée possible. Puis les gens après font aussi leur choix personnel sur les risques qu'ils veulent encourir ou pas. En tout cas, les conseils qu'on peut donner, si possible, de savoir exactement quel est le produit qu'on prend. Donc, il y a pas mal d'espaces, notamment dans les festivals, dans les soirées, qui permettent d'analyser son produit et de savoir un peu ce qu'il y a dedans, parce que parfois, quand on passe par des circuits illégaux, on n'a pas de garantie sur le contenu des produits. De même pour les doses, de pouvoir savoir à peu près quelle dose on est en train de prendre, parce que un buvard de LSD, selon comment il va être découpé, pas découpé, il peut y avoir des variations importantes de dosage et on n'est pas toujours bien au fait de la dose qu'on va recevoir, et il y a quand même des effets qui dépendent fortement de la dose. Idéalement d'être entouré de gens qui sont expérimentés et qui peuvent nous aider, ce qui rejoint un peu la question de est-ce que c'est bien d'être avec des gens qui sont expérimentés et qui peuvent accompagner, mais en tout cas d'avoir des personnes rassurantes si elles n'ont pas expérimenté, qu'elles puissent être là et nous rassurer, et donc se dire qu'on ne va pas être tout seul dans un état si jamais on panique. Voilà. Et puis l'environnement est aussi assez important, c'est-à-dire que dans les études qui se sont intéressées aux accidents qu'il peut y avoir dans les consommations récréatives, qui sont rares mais graves, et je pense que c'est aussi parce qu'il y a ces événements-là qu'il y a toute une crainte autour de la consommation des psychédéliques, c'est que dans l'immense majorité des cas, ça va bien se passer, les gens vont avoir des effets qui sont ceux qui sont recherchés, connus, et ils vont redescendre, et puis voilà. Et puis, il y a quelques cas où ça peut très mal se passer. Et quand ça se passe très mal, c'est des effets très angoissants, des symptômes psychiatriques, des mises en danger éventuelles, soit sur le moment de la prise quand il y a les effets, soit des choses qui vont quand même perdurer, qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a des gens qui restent pendant des années avec quand même des symptômes résiduels. Ils sont extrêmement minoritaires, mais c'est un peu la roulette, quoi. C'est-à-dire que quand on prend, on ne sait pas trop si ça peut nous arriver, même si c'est très rare ou pas. Et en tout cas, sur les mises en danger, donc risque d'accident, risque de passage à l'acte, puisqu'on peut entendre ce genre de choses, et ça fait partie des choses qui ont vraiment effrayé et qui ont contribué à la panique morale, notamment au moment de la prohibition par exemple, des défenestrations, ce genre de choses sous psychédéliques. C'est vrai que dans les études, il était montré que ça se produisait dans des environnements qui n'étaient pas sécurisés, c'est-à-dire un appartement en étage, être au bord d'un plan d'eau avec le risque de noyade, d'avoir des objets contondants autour de soi. Donc c'est vrai que si on peut le faire dans un espace où il n'y a pas ça, c'est mieux, même si, encore une fois, vraiment, on a beaucoup de personnes qui ont consommé des psychédéliques maintenant depuis les années 70 en Occident et même avant dans d'autres communautés, encore une fois, et que ce genre de choses reste heureusement très très rare. En ressources, je vous partagerai les recommandations de la Société psychédélique française qui consiste en une liste de recommandations si vraiment vous décidez de consommer ces substances. Autant le faire dans les meilleures conditions possibles. Et puis à toute fin utile, je vous repartage le numéro de Drogue Info Service 0800 23 13 13. Pour repréciser juste un tout petit peu, en France, les psychédéliques ne sont pas légales. Est-ce qu'il y a déjà des pays où c'est légal et surtout, et c'est ça qui nous intéresse, où des psychiatres utilisent au quotidien des psychédéliques pour accompagner des patients, des patientes? Oui, et d'ailleurs, il y a cette distinction qui existe aussi dans le cadre légal entre l'usage récréatif et l'usage, ou en tout cas non médical, et l'usage médical. Pour l'usage récréatif, à Amsterdam, on peut acheter des truffes, des champignons magiques qui sont en vente dans les coffee shops. Donc, c'est légal de les consommer, de les acheter là-bas, pour donner un exemple proche de chez nous. Il y a d'autres pays où la consommation est légale, notamment au Canada, dans certains États des États-Unis, avec d'ailleurs la spécificité que c'est légal souvent parfois dans certains États dans des cadres rituels, justement. Et donc, il y a des groupes religieux qui ont le droit d'utiliser ces psychédéliques, où on peut aller dans certains lieux de retraite chamanique ou psychédélique ou de bien-être, où on va pouvoir prendre ces psychédéliques dans un cadre rituel, mais qui n'est pas un cadre thérapeutique.
Et puis, il y a effectivement des pays dans lesquels l'usage des psychédéliques est autorisé dans un contexte passionnel. C'est-à-dire que ça va être du cas par cas et on va étudier la situation d'un patient donné à la demande du psychiatre référent de ce patient pour voir si effectivement suffisamment de choses ont été essayées, qu'on est à un stade où on estime légitime d'arriver à essayer les psychédéliques pour aider cette personne. Et c'est le cas notamment en Suisse, pour prendre là aussi un de nos proches voisins, mais aussi au Canada, en Israël, et puis l'Australie a changé récemment le statut de la MDMA et de la psilocybine pour pouvoir ouvrir à des usages médicaux. Donc la façon dont ça se passe, et ensuite c'est assez surprenant en fait quand on compare, parce que effectivement en France c'est complètement interdit, comme je le disais, c'est uniquement dans un cadre expérimental, à l'hôpital, on doit suivre un protocole, c'est hyper rigide. Et en fait, en Suisse, on doit faire une demande individuelle et si elle est acceptée, on peut recevoir des psychédéliques accompagnés par son psychiatre en cabinet libéral. Donc on est vraiment dans deux dimensions très différentes alors qu'on est des pays voisins. Et ce type de modèle, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais voir advenir pour la France ? En fait, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment la question du bénéfice-risque pour les patients. Parce que je pense que quand on est dans une situation de détresse psychique, qui est la détresse que moi je connais le mieux, mais j'imagine que c'est la même chose pour la détresse physique, mais en fait on est parfois un peu prêt à tout pour se sentir mieux. Et on est donc dans une position de vulnérabilité importante. Et c'est quand même important qu'on arrive à connaître ce rapport bénéfice-risque pour les situations où on voudrait ouvrir l'accès aux psychédéliques. Donc c'est pour ça que dans la tribune, par exemple, sur l'accès des psychédéliques dans un cadre compassionnel pour les patients en soins palliatifs, il y a des études qui ont été publiées, des études scientifiques qui montrent que ça fonctionne chez ces personnes-là. Donc il me semble légitime, au regard de ces données, de permettre à ces patients d'en bénéficier. Dans d'autres champs, c'est un peu plus complexe, et notamment, je pense au champ de la dépression, puisque pour traiter la dépression, aujourd'hui, il y a déjà plein de traitements disponibles qui ont été validés, donc qui ont fait tout le cheminement pour pouvoir montrer qu'ils avaient un rapport bénéfice-risque favorable, qui faisait mieux que les traitements existants, ou au moins aussi bien, etc. Et donc, par exemple, proposer aujourd'hui un usage compassionnel aux psychédéliques dans le cadre de la dépression, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des données scientifiques peut-être chez des patients qui sont dans des dépressions ultra résistantes. Et à ce jour, il y a eu une étude publiée sur une dizaine de patients qui montre que ça fonctionne, mais il n'y avait pas de groupe contrôle. Enfin, c'est une étude qui est assez préliminaire. Ça suffit pas, quoi. Et en fait, si c'est pour donner un traitement à quelqu'un qui ne va pas marcher et qui l'expose à des risques, c'est-à-dire si on n'a pas démontré qu'il y avait une efficacité, finalement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison d'exposer les patients. C'est pour ça que dans mon activité, il y a cette activité de recherche dont l'objectif est aussi de pouvoir avoir sur la table après des données solides, fiables, sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire, oui, là, le rapport bénéfice-risque, il est favorable, donc on y va, on peut le donner aux patients. Alors, il y a une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Psychédélicaire, qui cherche à recueillir avant janvier 2026 1 million de signatures. L'objectif, c'est de pousser la Commission européenne à favoriser un accès équitable, rapide et abordable, mais aussi légal à des thérapies psychédéliques innovantes. Donc là, c'est en gros la voix de la société civile qui pousse un petit peu dans la même direction que toi. Comment tu regardes cette initiative-là, toi, de ton point de vue de médecin ? Moi, je suis d'abord très contente qu'il y ait une initiative citoyenne autour de cette question, puisque ça veut dire que la société s'empare du sujet, est renseignée, est mobilisée. Et je pense que les mouvements sociétaux, ils ont un impact sur les politiques qui sont importants. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, au-delà de la tribune qu'on a publiée, on a lancé une pétition, parce qu'on estime que c'est vrai que s'il y a un soutien populaire, ça donne plus de force au message que l'on porte. On vous la partagera aussi, chers auditeurs, cette pétition. Dans certains pays, il y a une dimension spirituelle à la prise de certains psychédéliques. On l'a vu, on pense à l'ayahuasca, on pense au peyote aussi, qui est une substance qui vient d'un cactus. C'est quoi ton regard ? Est-ce que toi, ça t'intéresse, cette question spirituelle ? Bien sûr, c'est intéressant et puis ça fait partie de l'histoire des substances sur lesquelles je travaille. Donc évidemment que c'est un élément de contexte qui est très important. Après, je ne suis pas une spécialiste de cette question. Je regarde ça avec un œil, je dirais, un peu de kidam, quoi. Mais bien sûr, j'ai lu sur cette question. Je trouve ça assez fascinant, l'idée qu'on puisse se servir de ces substances à des fins spirituelles, avec d'ailleurs des dispositifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque dans pas mal de communautés, c'est le chaman en fait, qui prend des psychédéliques pour pouvoir aider, pour pouvoir communiquer avec un ailleurs et trouver des solutions pour les patients. Après, je dirais, je suis
pas non plus complètement convaincue qu'il faille qu'il y ait une continuité en fait entre ces usages traditionnels et rituels et un usage thérapeutique et médical. Je pense que c'est assez important de distinguer les deux, d'une part parce que, vous en avez parlé, il peut y avoir un sentiment d'appropriation culturelle si, en tant que médecin, on commence à s'improviser chaman, à marcher un peu dans ces directions-là, alors qu'on n'a pas forcément le profil qui le justifierait. Et que d'autre part, je pense que ça reste des usages qui sont très différents, à la fois dans leurs objectifs, à la fois dans leurs modalités. Et donc, moi, je me garde aussi, en tout cas, de parler aux patients de la dimension spirituelle ou chamanique. Alors, parfois, eux m'en parlent parce que beaucoup de patients sont très sensibles à ça. Mais c'est vrai que moi, je ne vais pas amener ça nécessairement dans le cadre des soins parce que ça me paraît être un enjeu assez différent. Alors, je t'ai entendu parler dans une entrevue le concept de dissolution de l'ego dans le cadre de la consommation de ces substances. Et j'avoue que dans un monde très tourné vers soi, ça m'a beaucoup intéressée. Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que la dissolution de l'ego et quel rapport avec les psychédéliques ? Alors, la dissolution de l'ego, c'est vrai que c'est un terme un peu hermétique, un peu compliqué, qui est employé pour désigner certains effets que l'on a à forte dose de psychédéliques. Et en fait, ce que ça recouvre, c'est l'idée qu'on va ne plus se sentir comme étant une unité séparée du monde extérieur. Par exemple, là, je me sens moi et je me sens distincte de mon environnement. Mais on va pouvoir se sentir comme confondu avec l'environnement. Alors, parfois, ça passe par une impression de disparition de son corps. Donc, on peut avoir l'impression d'être une lumière, d'être un esprit, d'être quelque chose qui vole dans un environnement donné. Ça peut passer simplement par le fait d'oublier un peu son corps et donc de ne plus tellement prêter attention aux sensations corporelles. Et puis, il peut y avoir vraiment un effet psychique assez fort qui parfois d'ailleurs peut être un peu violent pour les gens, c'est-à-dire l'impression vraiment de s'ouvrir comme une brèche et que quelque chose va sortir d'eux, qu'il va y avoir une communication un peu directe entre leur psychisme et le monde extérieur, une perméabilité comme ça, qui parfois est vécue comme un espace où il peut y avoir des sortes d'intrusions de choses aussi, donc ça peut être assez angoissant quand même. Mais ça peut être aussi vécu comme quelque chose de très agréable de je fais partie d'un grand tout, finalement ma vie à moi importe peu et je suis dans une grande continuité. Et ça peut être aussi un vécu donc assez mystique, un vécu d'harmonie, un vécu presque parfois extatique. Ce truc de se sentir un peu plus en lien avec l'univers que la normale, est-ce que pour toi ça pourrait avoir un impact sur la façon de voter des gens par exemple ? Alors, il y a des études qui ont étudié l'évolution des croyances après la prise de psychédéliques et qui montrent qu'en effet, il peut y avoir une évolution des croyances, avec notamment des croyances qui vont être plus tournées vers le métaphysique. Avec ces études, c'est toujours aussi... Il faut contextualiser, c'est-à-dire que les gens qui participent à ces études sont des volontaires sains qui ont envie de participer à une étude sur les psychédéliques, donc ils ont peut-être déjà des profils d'ouverture ou de sensibilité à un certain nombre de croyances. Mais en tout cas, il était montré qu'il y avait effectivement des changements avant-après. Et moi, je dirais, l'expérience des psychédéliques, ce qu'elle donne à toucher, c'est aussi le fait que notre perception, elle peut être modulée par de la chimie. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui interpelle énormément. C'est-à-dire se dire que ce que je vois en ce moment, la façon dont je ressens les choses, dépend de l'état de mon cerveau, mais que ça peut changer en fonction des substances et de la façon dont mon cerveau va fonctionner. Moi, je trouve que c'est assez frappant d'abord. Et d'autre part, ça permet aussi de pouvoir prendre du recul par rapport à certaines de ces émotions ou certains de ces ressentis ou certaines de ces perceptions. Puisque ça veut dire que si mes perceptions, finalement, dépendent de l'état de mon cerveau, alors évidemment, quand on prend des psychédéliques, on est dans un état qui est particulièrement différent d'habitude. Mais à minima, ça veut dire qu'il y a quand même des variations qui peuvent faire que je vais percevoir les choses d'une manière, je vais ressentir, je vais être plus sensible, peut-être plus irritable, en fonction de ma fatigue, en fonction de ce qui m'est arrivé, en fonction d'une multitude de paramètres. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez précieux, y compris dans le champ de la santé mentale, parce qu'en fait, quand on se sent pas bien, quand on se sent angoissé, quand on se sent triste, parfois, il y a des raisons, il y a des éléments de contexte qu'on peut apprendre à maîtriser. Par exemple, moi, personnellement, j'ai tendance à être un peu triste et anxieuse quand je suis fatiguée. Donc, quand je ressens ça, je sais qu'il faut que j'aille me reposer. Et le fait de pouvoir imaginer qu'il y a une influence de plein de choses sur nos émotions, c'est un peu banal, mais en même temps, je trouve que c'est pas évident de le ressentir vraiment, parce que souvent, on prend nos émotions au premier degré. Et ce que les psychédéliques font, c'est qu'ils vous montrent que vos perceptions, vos émotions peuvent être
complètement bouleversés par un petit bout de carton, un petit bout de champignon, et donc c'est quand même finalement très malléable. C'est là-dessus qu'on conclura. Merci beaucoup, Lucie Berkovitch. Pour aller plus loin, on se retrouve sur Instagram @encoreheureux-podcast et sur Binge Audio, binge.audio. Si vous voulez nous soutenir, chers auditeurs, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud et produite par Charlotte Bex. À bientôt.